C'est parti pour le jour 6. Aujourd'hui, on aborde la 6e fausse croyance de notre série de 10. Et on va parler du budget parce que l'un des freins majeurs pour que les familles se lancent dans l'instruction à la maison et une des objections principales, c'est qu'on a tendance à croire que l'instruction à la maison, ça coûte beaucoup trop cher et que du coup, c'est inaccessible. Dans cette vidéo, c'est un peu spécial. Je vais d'abord vous présenter plusieurs faits, plusieurs choses qui sont pour moi importantes pour avoir une notion globale de ce que représente le budget et de ce qu'on peut mettre derrière pour pouvoir du coup savoir si effectivement l'instruction à la maison coûte plus cher ou non par rapport à une scolarité normale. Alors le premier fait, c'est que déjà il faut savoir que un élève coûte plus de 8 000 € par an à l'État. Si vous mettez votre enfant dans une école publique, c'est gratuit pour vous en tant que parent, mais ça coûte plus de 8 000 € à l'État. Un deuxième point important, c'est que si votre enfant va à l'école ou s'il devait y aller, par exemple votre enfant est encore trop jeune, il n'est pas scolarisé, ou vous attendez qu'il ait par exemple 6 ans, puisque c'est à partir de 6 ans que l'instruction est obligatoire. Voilà, s'il n'est pas encore dans une structure scolaire et que vous envisagez de l'y mettre, essayez déjà de faire le calcul à combien ça vous coûterait. Si l'instruction est gratuite pour les élèves dans une école publique, il y a quand même des frais annexes, c'est-à-dire selon où vous habitez, vous allez peut-être avoir besoin de frais de transport, par exemple, que ce soit des allers-retours en voiture ou que ce soit des frais d'abonnement pour des transports en commun, le bus, le tram, le métro, voilà, ce genre de choses. Il peut y avoir également comme frais annexes la cantine, parce que si les parents travaillent ou même si un des parents ne travaille pas, c'est pas forcément judicieux d'aller chercher son enfant à midi moins quart, de venir manger rapidement, de le ramener 3/4 d'heure ou 1 heure après, etc. Des fois, c'est un peu trop la course selon la distance qu'on a par rapport à l'établissement. Donc, il y a quand même beaucoup de parents qui inscrivent leurs enfants dans une cantine. Et donc là, c'est aussi des frais. Ensuite, il y a les frais de garderie. Donc, si vous commencez tôt le travail ou si vous finissez plus tard que l'heure de fin d'école, eh bien, vous pouvez mettre votre enfant à la garderie. Là aussi, c'est des frais. Et enfin, vous avez également les TAP, les temps d'activité périscolaire, qui là peuvent être payants selon les communes parce que c'est quelque chose qui est en plus de l'école. C'est quelque chose qui est mis en place par la commune. Donc, il y a des gens qui sont rémunérés. Il y a des personnes qui fournissent un travail en plus. C'est pas les instituteurs, c'est pas les professeurs. Donc ça peut, selon les communes, on peut demander une participation aux parents. Donc déjà, c'est important de faire le point par rapport au budget que vous mettez ou que vous mettriez si votre enfant était scolarisé dans une école publique. Un autre point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait que en France, c'est une culture qu'on a, on a pris cette habitude que tout soit gratuit, que tout soit à disposition. Et du coup, on a du mal à... C'est pas un jugement, c'est vraiment juste une question culturelle, mais on a du mal à envisager de payer pour quelque chose qui est normalement acquis et gratuit. Je m'explique. C'est ça pour l'école, donc les parents râlent quand ils doivent payer pour les TAP alors que c'est quelque chose qui est mis en place en plus de l'école. Les familles souvent râlent quand elles doivent avancer des frais de santé parce qu'on a l'habitude que la sécurité sociale rembourse la grande majorité. Donc voilà, on a des acquis qui sont avantageux financièrement et du coup on n'a pas cette réflexion, c'est pas dans notre nature en France de se dire je vais renoncer à cet aspect gratuit et je vais payer pour quelque chose qui apportera plus. Par exemple, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, moi j'ai grandi en Afrique subsaharienne et c'est pas du tout rare. Par contre là-bas c'est vraiment dans leur culture, s'ils ont une conviction qu'un établissement scolaire va être bon pour leurs enfants, ils sont prêts à économiser, ils sont prêts à se sacrifier, ils sont prêts à manger moins pour pouvoir assurer une bonne instruction à leurs enfants, pour pouvoir transmettre à leurs enfants et leur permettre d'avoir un bagage qu'eux n'ont peut-être pas reçu et leur promettre un meilleur avenir. Et c'est vrai que dans la culture française, on préfère profiter de ce qui est gratuit et essayer au mieux de s'arranger avec ça plutôt que de viser le meilleur. Du coup, par rapport à ce deuxième fait, j'aimerais vraiment vous poser la question, qu'est-ce qui pour vous mérite d'investir? Parce que là, du coup, c'est vraiment une question d'investissement financier. Et il y a des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas les moyens, qui vont quand même, parce qu'elles ont foi en un type de pédagogie, en un type d'apprentissage ou en certaines valeurs, elles vont préférer
mettre de l'argent de côté et financer une école privée, par exemple, à leurs enfants pour leur assurer un meilleur avenir. Et c'est vrai qu'en France, on se pose moins la question maintenant de se dire est-ce que ça vaut le coup de mettre mon enfant dans un établissement privé ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser, je sais pas moi, 200 € par mois pour assurer à mon enfant un type d'apprentissage et une manière d'apprendre qui sera complètement épanouissante pour lui, etc. Parce qu'il y a des écoles alternatives qui proposent ces tarifs. Et 200 € par mois, ça fait quoi? Ça fait du 2000 € pour 10 mois, donc pour une année scolaire. C'est vrai que c'est un coût, c'est un investissement, mais quand on pense à tous les bénéfices que ça peut apporter à l'enfant, eh bien il y a des familles qui n'ont pas les moyens de s'offrir ça d'un point de vue juste comme si c'était un bonus, mais qui par contre vont trouver les moyens d'investir dans ces établissements privés pour permettre à leur enfant d'avoir un bon avenir parce qu'ils croient en ça. Et du coup, pour l'instruction à la maison, c'est pareil. Il faut vraiment raisonner dans le sens de se dire est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ça, en sachant que c'est pas parce qu'on fait l'instruction à la maison que ça coûte cher. Donc il faut déjà se positionner, se dire est-ce que je suis prêt ou prête à mettre plus d'argent dans l'instruction de mes enfants, à investir plus dans ce domaine-là. Ça veut dire renoncer à d'autres choses. Ça peut être renoncer à des vacances, ça peut être renoncer à la rénovation de travaux dans sa maison, ça peut être même renoncer à l'achat d'un bien immobilier, ça peut être renoncer à l'achat d'une nouvelle voiture, ça peut être plein de choses. Mais l'aspect financier n'est pas un frein, ça va être une excuse. C'est-à-dire que c'est un peu comme hier quand j'expliquais je n'ai pas le temps, ou alors quand on se donne cette bonne excuse, oui mais moi je peux pas parce que j'ai pas les sous. Je connais beaucoup de familles qui ont très peu de moyens et qui pourtant vivent de ce choix et y arrivent. Je pense que financièrement, il y a toujours une solution, et en sachant que, comme je le disais, l'instruction à la maison revient quand même moins cher que de scolariser son enfant dans un établissement privé, parce qu'il y a plein d'astuces à mettre en place pour pouvoir dégager des finances pour ça et pour pouvoir aussi avoir un environnement propice aux apprentissages dans le fun et dans le plaisir, et qui soit adapté à l'enfant et qui soit riche, sans pour autant dépenser des 100 et des 1000. Il y a vraiment plein d'astuces, mais moi je pense que, et c'est pour ça que j'en parle avant de vous présenter ces astuces, je pense que le plus important c'est déjà de se positionner par rapport à son budget et de faire le point sur où va l'argent que je gagne, qu'on gagne dans le foyer, où ça part, et est-ce qu'il n'y a pas des domaines où en fait on peut se dire bah ça c'est moins important que l'instruction, ou ça peut attendre. On pourra voir ça plus tard, etc. Et ça, il y a personne qui peut vous dire, je sais que je me répète, je le dis souvent, mais il y a personne qui peut vous dire ce qui est bon pour vous financièrement ou pas. C'est à vous de faire le point, et ça doit toujours venir de là, de l'intérieur, d'une conviction. Maintenant, parlons pratique. L'aspect financier dans l'instruction à la maison, qu'est-ce qui entre en compte et qu'est-ce qui coûte de l'argent? Concrètement, déjà, le plus gros point, si vous faites les cours par correspondance, si vous choisissez un cours à distance, eh bien, ça va être le pôle principal. C'est-à-dire que, selon les cours par correspondance que vous allez choisir, ça peut aller de 300, 400 à 800 € par élève, donc par enfant, par année. En sachant que il n'y a pas que les cours par correspondance qui existent, et il y en a plein du coup qui font différemment, qui font leur propre programme. Vous pouvez avoir accès à tout le contenu du programme, toutes les étapes, toutes les acquisitions que doit avoir votre enfant par classe, donc de l'éducation nationale en France évidemment. Vous pouvez avoir ça gratuitement, donc vous pouvez monter votre propre programme. Si vous pratiquez l'instruction en famille, là où vous allez devoir investir au maximum, c'est dans des manuels d'apprentissage, dans des livres qui vont vous aider comme des supports. Donc là, c'est quand même bien moins coûteux que d'avoir des cours par correspondance. Mais en plus de ça, vous pouvez avoir certains manuels d'occasion. Il y a des librairies qui revendent les manuels des années précédentes. Les élèves en ont plus besoin, ils les revendent. Il y a plein de livres que vous pouvez consulter gratuitement et emprunter dans des bibliothèques, dans des médiathèques. Donc au final, il suffit de prendre une carte d'abonnement, et du coup vous pouvez avoir plein de supports divers et variés pour vous éviter d'avoir acheté des manuels qui vous serviront qu'un temps et puis finalement vous rendre compte que ça correspond pas à l'enfant, qu'il est pas très bien écrit, ou que voilà, le programme vous plaît pas, etc. Donc vous pouvez emprunter des livres à la bibliothèque, à la médiathèque. Vous pouvez acheter plein de jeux pédagogiques, plein d'outils
pédagogiques dans les vides-greniers, dans les brocantes, sur le Bon Coin. Il y a même des forums sur internet, sur Facebook, par département, par région, pour pouvoir acheter des choses d'occasion. Vous avez également mes box Plaisir d'apprendre, donc qui sont utilisés par des familles mais aussi par des instituts pour approfondir certains thèmes. Et là vous avez tout clé en main, vous avez des fiches, vous avez juste à imprimer, vous avez des idées d'exercices et après vous pouvez vous engouffrer dans les idées pour approfondir avec votre enfant. Et donc ça c'est 25 € par mois, donc c'est vite, très très vite rentabilisé. Voilà, donc vous voyez concrètement pour les apprentissages ça coûte pas énormément cher. Sauf si vous prenez des cours par correspondance. Et encore, si vous choisissez cette formule, c'est parce que vous y voyez aussi des avantages et du coup, pour vous, le prix sera un investissement là aussi. Maintenant, il y a une chose qui est bien quand on fait l'instruction à la maison, c'est de pouvoir faire des sorties pédagogiques, de pouvoir aller faire des visites. Et souvent, c'est ça qui fait peur aux gens en se disant oui, mais si je dois sortir chaque semaine, si je dois faire ça, c'est un budget, etc. Vous pouvez privilégier tout ce qui est gratuit, c'est-à-dire les sorties dans la nature. Ça peut être certains musées qui sont gratuits. Ça peut être des visites chez des artisans ou chez des pour redécouvrir certains métiers et du coup approfondir certains sujets en discutant avec les personnes principalement concernées. Je sais pas, ça peut être des agriculteurs, ça peut être des apiculteurs, ça peut être quelqu'un qui est artisan boulanger par exemple, voilà. Et du coup aller au contact des professionnels, des artisans qui eux en général sont ravis de pouvoir partager leur passion et leur savoir-faire. Vous pouvez aussi regarder sur les sites de votre commune et sur les journaux un peu spécialisés, mais il y a très régulièrement des festivals, des animations qui sont organisées par les communes autour de certains thèmes et qui sont gratuits. Et maintenant, si vraiment le budget vous embête parce que malgré tout ça, il y a quand même des dépenses à faire, on est bien d'accord, eh bien la solution c'est de voir où est-ce qu'on peut récupérer de l'argent. Donc là, il y a pareil, il y a plusieurs pistes. Je ne vais pas vous faire un cours de comptabilité, mais vous pouvez répertorier tout ce que vous gagnez, vos entrées et tout ce que vous dépensez et voir là où vous pouvez réduire. Nous, par exemple, ça a été l'alimentation. Souvent, quand je dis qu'on dépense ça chaque semaine, on nous regarde avec des grands yeux comme si c'était impossible, mais à 3, donc 2 adultes, un enfant, on dépense entre 80 et 90 € par semaine de courses alimentaires. Donc c'est réalisable, c'est faisable. Il suffit de supprimer plein de choses qui finalement sont pas forcément bonnes pour la santé déjà et puis qui surtout explosent les budgets. Il y a beaucoup de choses qu'on fait à pied maintenant qu'on faisait en voiture avant. Donc pour limiter un peu les frais d'essence. Ensuite on avait 2 voitures, maintenant on n'en a plus qu'une. Il y a plein d'autres frais qu'on fait pas. Par exemple on fait pas les soldes. Si ma garde-robe c'est la même depuis je sais pas 2-3 ans, il y a peut-être un vêtement ou 2 par an qui se rajoutent parce qu'on me les offre ou voilà, ou parce que j'ai 2 pantalons et qu'il y en a un qui s'est troué donc je le change. Mais sinon voilà, on n'a pas un budget vêtements qui est énorme, donc du coup ça réduit aussi ces frais là. Du coup il y a plein de petites choses et on n'est pas malheureux, hein. Je dis pas ça pour faire pleurer dans les chaumières, bien au contraire, c'est des choix que nous on a fait pour restreindre les budgets au maximum. Après il y a des dépenses qu'on fait autrement, par exemple Janae, ses habits on les achète que pendant les soldes de manière générale et on essaye de faire le plein pendant les vides-greniers l'été. Il y a aussi beaucoup de ces jeux pédagogiques etc qu'on achète d'occasion, qu'on n'achète pas neuf. Enfin voilà, c'est toute une manière de faire qui est différente et du coup le budget il s'adapte aussi à ce mode de vie et on fait en sorte, on fait les choix qu'il faut pour pouvoir rentrer dans le projet de vie qu'on a dessiné et qu'on a décidé pour nous. Donc ça c'est pour limiter les dépenses, mais maintenant si vous voulez faire rentrer de l'argent que vous n'avez pas, il y a aussi la possibilité de faire une activité à part. Donc comme je vous l'ai dit hier, il y a des familles, les 2 parents travaillent et ils préfèrent payer quelqu'un la journée puis assurer l'instruction eux-mêmes le soir ou les vacances scolaires et les week-ends, etc. On a quand même souvent la remarque, ou alors des gens qui n'osent pas le dire, mais on sent presque que ça bout en eux, que ça devrait sortir. Oui, mais enfin, s'il y a qu'un parent qui travaille, c'est que vous avez de la chance, votre mari gagne très bien sa vie, etc. Et j'aimerais vous dire que ça c'est vraiment une fausse croyance parce qu'il y a beaucoup de familles qui font l'instruction à la maison, qui ne vivent que sur un salaire et le salaire c'est pas un salaire mirobolant. C'est pour être dans ce cas-là, hein, nous on a vécu pendant 2 ans sur le salaire de mon mari qui était à peine plus haut qu'un SMIC. Qu'après on est dans une région de France, c'est sûr on n'habite pas Paris. Mais je connais des familles qui ont quitté la région parisienne
parce que justement le mari a trouvé un emploi qui était suffisant financièrement pour vivre ailleurs qu'à Paris, et la mère du coup pouvait s'adonner à l'instruction. Donc ils ont choisi d'aller vivre ailleurs, dans un endroit qui était moins coûteux, où le coût de la vie était moins cher, pour pouvoir réserver de l'argent à l'instruction et vivre sans avoir besoin d'être les deux parents à travailler. Donc voilà, il y a ce choix, il y a cette possibilité. Des solutions, il y en a plein en fait. Selon les familles, chaque famille invente ses propres solutions. Mais quand on est selon le schéma où je vous dis, où il y a un des parents qui travaille et puis qui ramène pas forcément beaucoup, c'est pas un salaire mirobolant et ça suffit pas forcément, et ben il y a des possibilités aussi pour que le deuxième parent fasse soit un temps partiel, soit un travail en tant qu'en freelance ou en auto-entrepreneur, enfin en micro-entreprise, en vente à domicile. Voilà, il y a des petits jobs qui permettent de faire venir un complément de salaire pour boucher les trous là où il y a besoin. Mais là encore, c'est chaque famille qui se dessine sa propre manière de gérer son argent. Et finalement, on se rend compte que l'aspect financier n'est absolument pas un frein pour l'instruction à la maison. C'est juste que ça demande de totalement changer sa manière de vivre. Et de toute façon, pour faire l'instruction à la maison, il faut changer sa manière de vivre, sa manière de voir le monde, parce que c'est quelque chose de différent de la majorité des gens. Donc en fait, l'aspect financier, retravailler son budget, c'est quelque chose qui vient en fait se greffer sur l'idée de l'instruction à la maison, et c'est quelque chose en plus pour alimenter la réflexion sur le vivre autrement, tout simplement. Et donc, si vous vous arrêtez à l'aspect financier, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à basculer dans ce vivre autrement qui est vraiment un grand chamboulement, il faut se le dire, il faut être honnête. Donc, l'aspect financier, c'est vraiment le point noir, parce qu'en fait, ça nous met face à un mur. Et alors, c'est soit on laisse ce mur de côté et on fait demi-tour et on se dit c'est trop pour moi, je peux pas. Soit à ce moment-là, on s'invente, on se crée, on trouve la faille qui nous permet de passer ce mur et d'aller explorer le monde qui est au-delà de ce mur, qui nous fait rêver. Mais ça demande du courage, ça demande de persévérer et ça demande d'être inventif, d'être créatif. Mais du coup, l'instruction à la maison, c'est pas trop cher. Vraiment, c'est pas trop cher. De toute façon, trop cher, ça veut dire quoi? Trop cher, ça veut dire soit que c'est au-delà de mes capacités financières, soit que ça vaut pas ce prix-là. Et si c'est au-delà de vos capacités financières, il y a une solution. Vous pouvez en trouver une, et je vous en ai donné plusieurs pistes, mais ça, après, c'est à vous de voir si ces pistes sont intéressantes, s'il y en a d'autres et si c'est faisable. Mais si c'est parce que vous jugez qu'en fait, c'est parce que ça ne vaut pas cet argent-là, ça ne vaut pas ce coût, et là, on ne parle pas que du coût financier, on parle du coût de changement de vie finalement, ce réaménagement, et bien si selon vous ça ne vaut pas ça, l'instruction à la maison, et bien tout simplement c'est que vous n'êtes pas prêt, c'est que c'est pas le moment, c'est qu'il faut pas forcer les choses, parce que du coup vous allez pas vivre les choses dans la paix, et vous allez être vous allez vivre de la mauvaise manière toutes les petites frustrations, parce qu'il y aura des frustrations, tous les petits renoncements, vous allez les vivre comme des grands renoncements, et après vous risquez de regretter votre choix. Donc c'est pas le but. Donc vraiment c'est à vous de vous positionner. Le trop cher par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à l'aspect juste financier, les capacités financières, ou est-ce que c'est par rapport au fait que selon vous ça ne vaut pas ce prix-là? Et là encore, je vous rappelle que ça vaut le prix que vous y mettez et que vous voulez y mettre. Et il y a des personnes qui vont consacrer peut-être 5 000 € par année pour l'instruction à la maison. Il y en a d'autres, elles vont y consacrer 5 à 600 €. Ça ne dépend que de vous. Voilà, je pensais faire une vidéo plus courte, et en fait, quand je me mets à parler, je parle beaucoup. Mais j'avais quand même envie de dire tout ce que j'ai dit là, et j'espère que ça va vous aider dans votre réflexion et que vous n'allez plus porter ce regard, peut-être des fois, un regard qui est un peu faussé, de se dire eux ils y arrivent parce qu'ils ont les moyens financiers. Non, c'est pas vrai, ils ont créé les moyens financiers. Alors oui, il y a des familles qui ont des bons et gros moyens, tout comme il y a des familles dans le public qui ont des moyens. C'est pas un problème, et on va pas en vouloir à ceux qui gagnent bien leur vie et qui ont cette chance d'avoir de l'abondance financière et matérielle. On va pas leur en vouloir, au contraire, c'est super pour eux. Mais pour les autres, pour nous qui n'avons pas de gros moyens financiers, il est quand même possible de se créer cette vie-là
et ça n'appartient qu'à nous, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a redonné de l'espoir, vous a montré que rien n'est impossible finalement, si ce n'est dans la tête, si ce n'est dans les freins qu'on se met nous-mêmes. Donc voilà, c'était le point numéro 6. Et c'est un des plus importants, donc n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à donner votre avis, à me dire ce que vous pensez de tout ça.